Ben, ça permet de pouvoir goûter les différents armagnacs sans avoir l'alcool Ok. et en ayant tous les arômes de chaque bouteille et surtout de ne pas sortir cramé. C'est bon. Y a pas d'alcool dedans? Il y a l'alcool. Ah oui, parce que. Je le sens quand même. T'as rien, t'as juste le. Ok, parce que même sur les papilles, j'ai senti un peu moi. Je vais tituber là. Salut l'équipage, c'est Ika. Aujourd'hui, on est à Biarritz, on est place des Halles, au restaurant Cave à Vin Les Contrebandiers. C'est l'établissement de Imanol Arinordoki, notre nouvel invité du Cap. Imanol Arinordoki est un ancien joueur de rugby à 15. Il naît à Bayonne en 1980 et commence à toucher le ballon ovale à 14 ans. En parallèle de ses études en BTS comptabilité et gestion agricole à Pau, Imanol débute une carrière professionnelle à la section paloise avant de rejoindre le Biarritz Olympique en 2004 et faire sa première cape en équipe de France en 2002. Symbole de courage et d'abnégation, il terminera sa carrière en 2016 avec un palmarès à en faire rougir plus d'un. Par la suite, il se consacrera à ses activités de serial entrepreneur. Immobilier, stage Imanol, consultant Canal+, société de négoce en vin et cave à vin sur la place des Halles de Biarritz, Imanol devient un véritable homme d'affaires et aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous conter son histoire. Salut Imanol. Salut Ika, bonjour, Imanol Arinordoki, jeune retraité sportif. J'étais professionnel, donc rugbyman professionnel pendant 17 ans. J'ai notamment joué à la section paloise, ici à Biarritz pendant 10 ans. Et j'ai fini ma carrière au Stade Toulousain et pas loin de 10 ans aussi en équipe de France. Voilà. Alors Imanol, déjà j'aimerais te remercier infiniment de participer à cet épisode. Moi ça me touche énormément parce que déjà je suis rugbyman personnellement et fan du Biarritz Olympique. Donc vraiment pour ce nouveau chapitre du Cap qui va concerner un peu plus les sportifs et leur reconversion, tu étais le meilleur invité possible, donc merci beaucoup. Entre rugbyman c'est normal. Et du coup moi la première question que j'aimerais te poser c'est quand on est rugbyman et même sportif de haut niveau en règle générale, à partir de quand on commence à penser à l'après? C'est toujours très compliqué, très complexe, c'est une question d'actualité, mais elle est depuis longtemps. À savoir qu'est-ce qu'il faut privilégier, est-ce qu'il faut privilégier les études, est-ce qu'il faut privilégier la trajectoire sportive de haut niveau qui ne laisse pas la place à beaucoup d'erreurs. Ouais. C'est vrai qu'on a peu de chances de saisir une carrière, d'embrasser une carrière de professionnel, donc il y a beaucoup de jeunes qui se posent la question, qui mettent souvent les études de côté. Moi c'était encore une autre époque, c'était peut-être un peu moins sélectif qu'aujourd'hui, mais j'avais quand même décidé moi d'abord de me consacrer à mes études. Je faisais un BTS compta gestion agricole à Pau. Okay. Donc j'ai voulu d'abord finir mes études, ça n'a pas toujours été facile parce que j'étais plus souvent sur le terrain à m'entraîner qu'en cours. Mais voilà, donc il a fallu faire quelques sacrifices. Mais j'avais aussi conscience qu'une carrière elle pouvait vite s'arrêter, que je pouvais vite me péter le genou et donc qu'est-ce que j'allais faire après. Voilà, donc j'ai toujours eu en tête moi de travailler aussi à côté du rugby. Dès que j'avais du temps libre, je me consacrais à d'autres projets. J'ai des camps de vacances, l'été, les stages Imanol, que j'organise maintenant depuis plus de 17 ans, 18 ans. J'ai eu une marque de fringues pendant 7 ans. Voilà, et puis plus récemment, une cave à vin, un restaurant que j'ai franchisé, on en a plusieurs, les contrebandiers donc. Vous en avez plusieurs? Ouais, il y en a aussi à Pau, il y a un franchisé à Saint-Étienne, ici même donc à Biarritz, et puis d'autres petits à venir. D'accord. Une maison de négoce aussi dans le vin, toujours la convivialité, le partage, Ouais, donc ça s'appelle Les Passeurs de Vin, avec Lionel Osmin qui est à Pau. D'accord. Et puis pas mal d'immobilier aussi, voilà. Je commençais aussi assez tôt, assez jeune, plus en patrimonial et maintenant de façon plus professionnelle, donc promoteur, constructeur, notamment sur le Pays Basque, donc pas mal d'activités. Ça m'a toujours permis aussi de garder un équilibre, parce que le sport, c'est bien quand tu gagnes, ou quand tu es sélectionné, mais quand tu n'es plus sélectionné ou que tu es blessé, tu te retrouves un peu tout seul. Voilà, ça m'a permis de m'occuper sur le plan mental des activités professionnelles et puis de revenir avec pas mal de fraîcheur aussi sur le terrain, notamment les périodes où c'était un peu plus compliqué, où on n'enchaînait pas les victoires. Voilà, de revenir avec d'autres dispositions sur le terrain, ne pas penser qu'au sport, parce qu'il y a besoin aussi quand on est sportif de haut niveau, je pense, de s'intéresser à d'autres choses. Mais tu avais le temps de te consacrer à autant d'activités différentes avec les entraînements physiques, la muscu, les entraînements collectifs. J'en faisais moins au début. Au début, je me consacrais sur mes stages, sur ma marque aussi, donc de prêt-à-porter. Ouais. Mais bon, c'est vrai que le sport me prenait 95% de mon temps, mais voilà, c'est vrai qu'on a aussi des jours de repos, notamment le jeudi. Voilà, moi j'aimais bien me consacrer à d'autres activités. Voilà, le sport pour moi, ça m'a permis de gagner de l'argent que j'ai réinvesti dans mes
entreprises. Mais j'ai jamais considéré ça comme un métier. Okay. C'est vraiment une passion. Voilà, c'était vraiment un plaisir d'aller m'entraîner et vraiment une chance aussi de pouvoir jouer tout le week-end dans des stades de 20, 30, 80 000 personnes. Mais j'ai jamais vraiment considéré ça comme un métier, alors c'est certainement dû aussi à mon éducation. Voilà, donc j'avais besoin aussi quelque part de travailler à côté, de concrétiser ou en tout cas d'avoir quelque chose de palpable sur lequel je pourrais m'appuyer à la fin de ma carrière. D'accord. Et j'aimerais revenir un peu sur ce que tu disais sur les études. En règle générale, ceux qui arrivent à s'en sortir après leur carrière, est-ce que les études les aident? Par exemple pour toi, est-ce que les études que tu as faites t'ont aidé dans l'après-carrière? Oui, compta gestion, ça sert toujours, surtout au Pays Basque, on dit qu'on apprend à compter avant de lire. C'est une blague à part. Mais ouais, ça m'a servi. Après, moi, je me rends compte aussi qu'il y a pas mal de mes anciens coéquipiers qui ont fait des études, qui leur ont certainement servi, même s'ils ont pris d'autres voies. Je crois que ce qui est important dans le développement du sportif de haut niveau, quel qu'il soit, c'est aussi de faire des études, de faire travailler son cerveau, parce que ça va aussi l'aider pendant sa carrière. Oui, bien sûr. Le fait d'avoir une intelligence différente, je crois qu'un joueur de rugby, il est complet justement quand il s'intéresse aussi à d'autres choses, que ce soit professionnellement ou sur des hobbies. Et est-ce qu'il y a un accompagnement au cours de la carrière par des personnes compétentes pour aider les sportifs? Ça existe, mais c'est surtout aux joueurs de faire les démarches. Comme dans la vie, de toute façon, rien n'est gratuit, rien n'est acquis, donc il faut se bouger le cul. Mais celle-là, on la mettra du coup. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'accompagnement, notamment en fin de carrière. Alors on parle aujourd'hui, c'est à la mode du double projet, on a entendu parler pendant 6 mois de partout, pour l'accompagnement des jeunes joueurs en développement et qui signent leur premier contrat pro. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a quand même de l'accompagnement, notamment au niveau des centres de formation, où les joueurs peuvent bénéficier en tout cas de structures qui leur permettent de passer des diplômes sur plusieurs années, donc avec des études adaptées. Malheureusement, c'est devenu quand même très très sélectif aussi, je disais. Et pour un joueur aujourd'hui, il sait qu'il va pas avoir la chance qu'il va se présenter 10 fois, donc en général, ils mettent quand même tous les atouts, en tout cas tout ce qu'ils peuvent de leur côté pour essayer d'embrasser une carrière de pro, en tout cas signer un contrat pro, et ils délaissent quand même les études. Je les encourage moi à continuer dans leur cursus au niveau des études, parce que ça les aidera dans le développement de leur carrière et dans leur développement de joueurs de rugby professionnel. Voilà, et puis sur la fin de carrière, c'est vrai qu'en général, on l'a vu aujourd'hui, les joueurs sont quand même devenus des marchandises, et le jour où ils sont plus bons, ou en tout cas où ils sont bons pour la casse et pour la réforme, c'est plutôt direction l'abattoir que de les aider dans leur conversion. Donc là, c'est vraiment aux joueurs aussi là, de préparer en amont, d'essayer de s'intéresser, de faire des formations, de faire des bilans de compétences. Il y a des structures autour des clubs qui sont là aussi pour aider, mais c'est vrai que c'est aux joueurs, je pense, d'entamer les démarches. Et est-ce que ça arrive que certains joueurs se fassent un peu manipuler parce qu'ils commencent à devenir célèbres? Bien sûr, il y a beaucoup de requins, comme dans tous les milieux, qui gravitent autour des joueurs, notamment des jeunes joueurs qui commencent à gagner des sommes importantes. Même si c'est pas le foot, il y a des joueurs qui commencent à gagner très bien leur vie assez jeunes dans le rugby professionnel. Et il y a souvent pas mal de personnes mal intentionnées qui sont là pour profiter ou en tout cas pour escroquer ces joueurs-là. Et je crois que c'est important à ce niveau-là aux joueurs de faire attention, parce que on est souvent dans une équipe. Il y a souvent des leaders dans une équipe, il suffit qu'il y ait un joueur qui fasse confiance à un gestionnaire de patrimoine mal intentionné pour que 5 ou 6 autres le suivent. Et donc c'est vrai que ça va assez vite, il faut faire attention à ça. Il y a eu des cas, moi je connais des joueurs comme ça qui ont perdu quand même beaucoup d'argent. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des clubs dans l'accompagnement des joueurs en dehors du terrain. D'accord. Merci beaucoup, et maintenant du coup j'aimerais bien très sérieux. On va passer sur une note un peu plus joyeuse. Ce serait sympa que tu nous montres un peu cette activité de Cavavin et que tu nous expliques un peu le parcours et le cheminement pour arriver à ça. Alors il y a pas mal d'anciens rugbymen notamment qui ouvrent des restaurants. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'affinités avec ce milieu-là. Je suis un épicurien, j'aime la bonne bouffe, j'aime les jolies bouteilles aussi. Alors, j'ai fait très attention quand je jouais, je m'autorisais ça un peu le dimanche, un lendemain de victoire. Et j'ai toujours dit, j'ai beaucoup de copains dans la restauration et je sais que c'est quand même très très prenant. J'ai toujours dit, moi, je n'aurais jamais de resto parce que quand j'allais au resto, je profitais des copains, etc. Et je voyais mes copains restaurateurs qui ne profitaient pas de nous quand on allait les voir. Bon, je suis tombé dans le piège. Encore l'histoire d'une rencontre avec Vivien Durand, qui est un chef étoilé, qui est à Lormont au Prince-Nord, et puis Lionel Osmin, qui est négociant en vin à Pau.
Et voilà, donc c'est la rencontre de 3 hommes qui ont eu envie de monter un concept un peu sympa, de se retrouver sur un manche debout autour de bons pinchos comme on fait à Saint-Sébastien, de passer un bon moment de convivialité, de partage et sans se prendre au sérieux, quoi, voilà. On a même inventé un nom, ou en tout cas on s'est accaparé le terme de pinchonomie, donc voilà, c'est pinchos, c'est la gastronomie de pinchos. Et on développe ça maintenant depuis 7 ans ici à Biarritz. Ça existe aussi donc à Pau, on a le même établissement à Pau, et on a franchisé aussi, on a un établissement à Saint-Étienne. Voilà, puis peut-être d'autres projets aussi qui vont voir le jour. Voilà, on la remet en avant les contrebandiers. Pourquoi les contrebandiers? Parce que moi je viens d'une famille de négociants en bestiaux. On travaillait entre la France et l'Espagne depuis plusieurs générations. Donc voilà, les Pyrénées, la montagne, les passeurs, la contrebande. Et comme on travaille les produits du côté basque français, du côté basque espagnol, voilà, quand il a fallu trouver un nom, j'ai dit on va appeler ça les contrebandiers. C'est parfait, et puis voilà, c'est resté, ça s'est développé. Et donc ici dans la cave à vin, on a des vins de partout, hein. Toutes les régions en France bien sûr. Et on met aussi à l'honneur les vins étrangers, voilà, parce que l'activité des passeurs de vin, l'activité de négoce de vin que j'ai à Lyonnais-Osmer, on importe des vins en exclusivité en France. D'accord. Voilà, donc il y a pas mal de vins espagnols qu'on importe en exclusivité. On a commencé par l'Espagne, on a aussi derrière toi des vins italiens, des vins allemands. Des vins d'Afrique du Sud, on a des vins portugais, on a des vins du Canada, voilà, on a des vins d'un peu partout. D'accord. Toujours avec une petite connotation rubistique, notamment pour les derniers vins sud-africains, à côté du Cap, à Capzicht, région de Stellenbosch, voilà, des petits passages, peut-être voilà, des vins australiens plus tard, des vins néo-zélandais, des choses comme ça. On se fait plaisir, on met aussi bien sûr la part est belle pour les vins du sud-ouest, parce qu'on est quand même ici au sud-ouest. Ouais. Donc voilà, on travaille avec pas mal de producteurs aussi locaux. Et alors, tu as fait une formation d'œnologie ou c'est vraiment au fur et à mesure que tu as développé ton palais pour reconnaître les bons vins? Bah, c'est un dégustant, hein. Ouais. J'ai pas fait de formation spécifique. C'est marrant parce que quand j'ai commencé à Biarritz, j'habitais juste 2 rues au-dessus, ici, des Halles, voilà, qui est un quartier quand même plutôt populaire et où on aime se retrouver pour boire des canons. Et j'avais un copain d'ailleurs qui était caviste ici. Et donc je passais comme ça chez des copains cavistes faire des dégustations pendant les semaines, entre les entraînements. Bon, dégustation, on ne boit pas, hein. On déguste, on recrache. Okay. On fait ça de façon très pro. J'ai commencé comme ça, après on a monté des groupes de dégustation et des copains, chacun menait une bouteille à l'aveugle, bon, ça nous permettait de passer des bons moments. Donc j'ai commencé comme ça et puis depuis maintenant une dizaine d'années de façon un peu plus professionnelle, voilà, parce qu'il y a des journées où on peut déguster entre 50 et 100 vins, donc là c'est vraiment un travail et on ne goûte pas que des bonnes choses. Mais voilà, donc ouais, c'est vraiment au contact aussi, voilà, de sommeliers, d'onologues, de gens du métier, et puis toujours à la découverte aussi de nouveaux produits, des rencontres avec des vignerons, voilà, parce que c'est immense le domaine du vin, il y a plus de 1600 cépages je crois dans le monde, donc ouais, bien sûr. Avant de tout connaître, il faut en goûter pas mal. Et on est loin d'être arrivé à la fin, donc voilà, moi c'est surtout la curiosité de toujours découvrir quelque chose de nouveau, de goûter un vin justement qui ne va pas être connu et où je vais avoir une émotion, quelque chose qui va se passer. Et voilà, passer un bon moment. Et bien, est-ce qu'on peut peut-être aller dans l'autre partie de l'établissement? Ça marche. Voilà, après il y a des domaines avec lesquels on travaille, qu'on importe en exclusivité et au sein desquels on achète des jus et on fait nos propres assemblages, nos propres packaging, et donc ce sont nos marques. Donc voilà, ça c'est une bodega dans la Rioja avec laquelle on travaille et c'est nous qui avons créé la marque, Marquès del Vilar. Voilà, on a fait un vin sur le fruit, facile à boire, de convivialité. Élevage en cuve, donc voilà, pas de bois. On est sorti un peu du style des Rioja à l'ancienne. Okay. Voilà, c'est un vin plaisir, tout simplement. Donc les passeurs de vin, bon, elle n'est pas très propre l'étiquette, mais si tu filmes, voilà, ça c'est l'activité en fait de négoce de vin. D'accord. Et on a comme ça on a 5 ou 6 marques aujourd'hui. Ah ouais, quand même déjà. Qu'on commercialise, ouais.
trouverai pas les adjectifs pour le qualifier comme les grands sommeliers, mais il est vachement bon. Notre petit produit à côté là, ça va être content mon associé. L'équipage, voilà, l'épisode prend fin. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir accueillir Emmanuel Arinordeki dans le Cap. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. En tout cas, voilà, il a eu une carrière dans le 15 de France, il a été rugbyman professionnel. Ensuite de ça, il a créé une marque de fringues. Il a ouvert un établissement de restaurant cave à vin. Il a une boîte de négoce en vin. Il fait de l'immobilier. C'est un serial entrepreneur. Et vous? Et vous, cap ou pas cap? Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir accueillir Emmanuel Arinordeki. Putain, j'arrive pas. Tranquille. Tranquille, on a le Pas temps. de pression, pas de pression.